africaine en exclusivité sur vos antennes. Messieurs et dames, excellentes conditions informationnelles. À la une, le texte final du projet de la nouvelle constitution publié au Gabon. Le Gabon est sur le point de se doter d'une nouvelle constitution. La version définitive du nouveau projet a été rendue publique cette semaine. Le 173 article propose un régime présidentiel où la limite des mandats est renforcée et les conditions d'éligibilité sont légèrement assouplies. Désormais, un seul parent gabonais, lui-même né gabonais, est nécessaire à tout candidat à la présidence contre les deux parents dans la version précédente. Dans ce nouveau texte, le conjoint et les descendants d'un président de la République ne peuvent se porter comme candidats à la succession. Le régime présidentiel gabonais inclut également deux vice-présidents aux côtés du chef de l'État détenteur du pouvoir exécutif et le président peut dissoudre l'Assemblée. Le parlementaire peut mettre le président en accusation devant la haute cour de justice pour violation de son serment ou pour haute trahison. Le Gabonais s'exprimera le 16 novembre prochain lors d'un référendum en vue d'adopter ou non cette nouvelle constitution qui tourne définitivement la page de la dynastie Bongo. Après les Gabons, mesdames et messieurs, prenons la direction du Cameroun où on parlera tout de suite et maintenant d'un retour triomphal du président Paul Biya après 2 semaines d'absence. Le président camerounais Paul Biya est de retour à Yaoundé. Âgé de 91 ans, le dirigeant est rentré ce lundi après une absence de 42 jours qui avait soulevé des questions sur sa santé. L'avion en provenance de Genève, transportant le président et son épouse Chantal Biya, a atterri à l'aéroport de Simalène à Yaoundé peu avant 17h. Le président Paul Biya a été accueilli sur le tarmac par son secrétaire général Ferdinand Ngoy Ngoy. Avec qui il a discuté brièvement avant de monter dans sa voiture pour rejoindre le palais présidentiel. Des militants étaient rassemblés tout au long du trajet selon la télévision locale qui a diffusé une émission spéciale sur le retour du chef de l'État, rappelant que Paul Biya n'était plus apparu en public depuis son départ de Pékin début septembre. Paul Biya ne s'est pas adressé au public, mais lorsque son cortège est sorti de l'aéroport, il a salué ses partisans à travers la vitre de sa voiture. L'absence prolongée de Paul Biya a alimenté les spéculations sur son état de santé, ce qui a incité les autorités à publier des déclarations affirmant que le président était en bonne santé. Le Camerounais a ensuite interdit toute discussion sur son état de santé, estimant qu'il s'agissait d'une question de sécurité nationale. Paul Biya n'a pas participé à la dernière Assemblée générale de l'ONU à New York, ni au dernier sommet de la francophonie à Paris. Changeons de chapitre, chères mes personnes, pour parler du Mali. Des enfants tués dans des frappes à des drones à Anadjatafan, dans la région de Tombouctou. Au Mali, des frappes de drones attribuées à l'armée malienne ont tué lundi 21 octobre 5 civils, dont 4 enfants à Inadjatafan, dans le cercle de Gourma Rarou, région de Tombouctou. Les images des victimes sont particulièrement difficiles à soutenir. Aucune précision de la part de l'état-major malien, mais de nombreuses sources locales dénoncent cette nouvelle bavure. Un bébé ensanglanté, tétanisé, un enfant allongé en train d'être soigné tant bien que mal. Les habitants d'Idjatafan, dans la région de Tombouctou au Mali, ont filmé les images terribles de victimes. 5 civils tués, parmi eux 4 enfants, dont un nourrisson et une vingtaine de personnes blessées. En bilan provisoire, l'état de santé de certains blessés étant préoccupant, fourni par l'association de défense des droits humains CAL et qui correspond aux informations reçues de nombreuses sources locales, souvent membres ou proches de la rébellion dit SCP. Selon ces sources, le frappe
Des drones attribués à l'armée malienne ont eu lieu aux environs de 12 heures locales pendant la foire hebdomadaire d'Idjatafan. Outre les victimes humaines, le marché des 7 localités de la région de Tombouctou a été fortement endommagé. L'armée malienne n'a pas pu communiquer sur cette opération et sollicitée par une certaine radio de la passe, mais n'a pas donné suite. Mais une source sécuritaire malienne confirme ces frappes ont bien été opérées par l'armée et les victimes sont clairement de civils. On va tourner la page pour rester en République démocratique du Congo où de nouvelles offensives entre les forces rebelles et les milices Wazalendo dans le nord Kivu. Les troupes de l'Alliance Fleuve Congo AFC, la coalition rebelle à laquelle appartient le M23, ont lancé une nouvelle offensive dans le nord Kivu, région déjà en proie à une instabilité chronique. Après des violents affrontements contre le milicien pro-gouvernement, le Wazalendo de 2 localités stratégiques sont tombés sous le contrôle de l'AFC ce week-end avant une contre-offensive des pro-gouvernementaux. Ces positions stratégiques situées dans une région riche en carrières d'or et des quasi-territes de l'Est de la RDC rapprochent les affrontements encore davantage de Pinga, la plus grande agglomération de la zone, située à une trentaine de kilomètres de ces localités. Des crépitements de balles étaient encore entendus ce mardi matin. Samedi et dimanche 20 octobre, les forces rebelles ont occupé Kalembe et Ilula, des localités distantes de moins de 10 km l'une de l'autre dans le territoire des Walikale. Ces actions arrivent en pleine cessez-le-feu signé entre Kinshasa et Kigali. Mais l'Alliance Fleuve Congo AFC, par la voix de ces cadres, affirme ne pas se sentir liés par cet accord. Les troupes rebelles disent ne respecter que leur propre cessez-le-feu unilatéral qu'elles avaient elles-mêmes proclamé. Le combat des derniers jours sont, selon l'AFC, une réponse à ce qu'elle qualifie de provocations de milices pro-gouvernementales Wazalendo. Ces milices sont composées en partie des combattants du NDCR et de l'APCLC, des groupes armés locaux. Des sources locales indiquent que l'objectif final de cette nouvelle offensive serait de tenter d'absorber les milices locales et de poursuivre leur progression dans la région. Ces mouvements militaires interviennent alors que même le président angolais João Lourenço redouble d'efforts pour relancer les processus de paix. Il était entretenu les week-ends derniers par téléphone avec le président rwandais et congolais dans le but d'accélérer la recherche de la paix. Du côté du gouvernement congolais, on réaffirmait qu'il y avait des négociations possibles en dehors du cadre fixé par le processus de Luanda, mécanisme qui régit les discussions entre Kinshasa et Kigali. Les autorités congolaises disent attendre de la part de la facilitation d'ici au moins 26 octobre une proposition des concepts des opérations, un document stratégique censé refléter les préoccupations de 2 parties. Reste à savoir si cette nouvelle dynamique militaire sur le terrain influencera la suite du dialogue diplomatique. On va parler maintenant de l'Éthiopie. Pour faire face au viol, les Tigrés reçoivent l'aide de la fondation Mukwege. En Éthiopie, l'équipe médicale congolaise de la fondation du docteur Mukwege, l'homme qui réparerait les femmes, est en mission aux Tigrés afin de former les personnels de santé et de les aider à prendre en charge les victimes de viols pendant la guerre de 2020 et à 2022. Le médecin de l'hôpital des Pandis partage leur expérience qu'ils ont accuse dans les contextes de conflits au nord Kivu, en RDC, où de nombreuses femmes sont aussi victimes de violences sexuelles. Devant une vingtaine de professionnels de santé éthiopiens, tour à tour, le médecin expert de la fondation du docteur Mukwege présente la méthode Pandi, une méthode holistique centrée sur le ressenti et l'expérience de la victime. Elles sont estimées à plus de 120 000 dans la région du Tigré, où les violences sexuelles ont été utilisées comme arme de guerre.
On s'est rendu compte que les soins médicaux n'ont pas apporté des bonnes réponses à toutes les questions de femmes. Et ensuite, on a intégré les piliers psychosocial qui lui s'occupe vraiment de travailler sur le soin psychologique, l'accompagnement psychosocial des 6 personnes qui ont été victimes de violences sexuelles et pas que, en intégrant également leur communauté, leur mari et les autres personnes qui sont affectées au niveau de la communauté, explique Marc Aubening, psychologue, clinicien responsable du pilier psychosocial de la Fondation Mukwege. La Fondation Mukwege fournit ensuite un suivi à distance pour s'assurer que les nouvelles pratiques enseignées sont bien mises en place par le prestataire et pour répondre à leurs éventuelles difficultés. Toutefois, pour le docteur Abraha Gebreziaber Ailou, le directeur des services cliniques de l'hôpital de Mekelle, le manque de matériel constitue un frein à la prise en charge de patients. Le centre de santé n'a pas tous le moyen nécessaire pour dispenser des soins complets. Par exemple, les kits de base pour la dignité, le traitement d'urgence, les antibiotiques oraux. Parfois, nous manquons, par exemple, de médicaments anesthésiants dans la salle d'opération lorsque les patients doivent subir des opérations gynécologiques. La réponse aux besoins est fragmentée à cause de la faiblesse de notre gouvernement dans la région qui est une conséquence de la guerre, je pense, le source. Diminue le budget alloué aux hôpitaux est inférieur à ce qu'il était avant à la crise du Covid et à la guerre dans le Tigray. Le prix de tout est plus élevé aujourd'hui, déplore-t-il. Messieurs et dames, nous allons boucler cette antenne avec le Soudan, où on parle également d'un groupe pro-démocratie fait état de 31 morts dans une frappe de l'armée sur une mosquée. Un groupe pro-démocratie affirme ce mardi qu'au moins 31 personnes ont été tuées dans une frappe aérienne de l'armée sur une mosquée de la ville de Wad Madani au centre du Soudan. La STAC s'est produite après les prières du soir, a indiqué l'AFP, le comité de résistance de Wad Madani, groupe pro-démocratie qui organise l'entraide entre habitants dans le pays dévasté par la guerre. Plus de la moitié de victimes n'ont pas été identifiées. Les secouristes s'efforcent d'identifier des dizaines de restes des corps carbonisés. Dames et messieurs, c'en est fini pour les actualités chaudes africaines de ce numéro. Excellente et bonne digestion informationnelle. On se capte, à plus tard, à très vite.